Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois le don d'organes. Alors faire don de ses organes ou de ses tissus est un geste généreux, solidaire, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour briser les tabous et les peurs qui entourent la démarche. Pourtant, au bout, c'est une nouvelle vie qui est offerte à des patients en attente de greffe depuis parfois de très longues années. Je vous propose tout de suite le sommaire de notre émission. Une première séquence pour découvrir les campagnes de sensibilisation pour le don d'organes menées par Claudine Kremer, fondatrice avec son mari de la SBL Chaîne de Vie. Ensuite, direction les cliniques universitaires Saint-Luc pour une renaissance. Et pour terminer, la séquence de page en page avec le dernier roman d'Armel Job. Jean-Baptiste Dianda, Dominique Vandès et Laurent Ravès, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Jean-Baptiste Dianda, vous êtes dominicain et vous avez déjà subi une transplantation. Dominique Vandès, vous êtes le coordinateur principal du centre de transplantation aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Et vous, Laurent Ravès, vous êtes bioéthicien à l'université de Namur. Alors Corinne, que nous proposez-vous pour entrer dans le vif du sujet ? Eh bien, lorsque leur fils décède brutalement, il y a un peu plus d'un an, Claudine et Thierry Kremer décident de réagir. Et vous allez voir comment, en créant Chaîne de Vie, ils sensibilisent, ils mobilisent le grand public au don d'organes. Cet après-midi, Claudine Kremer a rendez-vous avec les élèves d'une classe de l'école communale de Sèvres. Une animation déjà bien rodée pour la maman de Laurent. Il y a un peu plus d'un an, son fils perdait la vie dans la fusillade de la place Saint-Lambert. Ses parents ont choisi de faire don de ses organes. Une décision à laquelle on ne pense pas de prime abord. Ceux qui sont venus en fanfare, j'ai entendu qu'il y en avait qui avaient déjà vu. C'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé parce qu'on n'avait jamais pensé que nos enfants allaient partir avant nous. Et puis quand Laurent, on nous annonçait qu'il était en mort cérébrale, ça a été spontané. Et moi, ça m'aide quand même de savoir que Laurent vit dans d'autres corps. Voilà. J'avais vraiment envie que son cœur soit prélevé parce que le cœur c'est symbolique. Ouais. Un geste du cœur, je crois. Chaque donneur peut sauver plusieurs vies en offrant dès le diagnostic de mort cérébrale le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les reins, les intestins, mais également les cornées ou encore les os et la peau. En Belgique, depuis 1987, qui ne dit mot consent. Autrement dit, chaque citoyen est un donneur présumé, sauf s'il a refusé officiellement. Mais dans la réalité, il arrive parfois que les contacts avec les familles endeuillées soient difficiles. Alors, pourquoi ne pas marquer sa volonté de son vivant ? C'est pour cela que Claudine est ce matin à la cité administrative de Liège. Elle y a installé le stand de la SBL créé en mémoire de Laurent, Chaîne de Vie. Un lieu stratégique, car c'est dans les administrations communales qu'il faut enregistrer sa volonté d'être donneur. On prend peut-être le temps de faire sa petite déclaration pour le don d'organes. La démarche est simple. Un document à remplir, à encoder dans le registre national, une démarche complètement gratuite. C'était l'occasion, on devait faire une démarche administrative ici et Madame Kremer est venue nous trouver. Ça faisait déjà longtemps que moi et mon fils on pensait à le faire et c'était vraiment l'occasion de passer le pas et de signer le papier. Non, je pense que les gens vont prendre conscience que on peut encore donner la vie après la mort, qu'on peut donner une nouvelle naissance ou un nouveau souffle aussi à la personne qui a disparu. Et une nouvelle naissance, surtout pour ceux qui reçoivent. Donc ça, c'est important. Laurent Ravès, quels sont les enjeux éthiques en fait liés à la transplantation d'organes ? Il y en a vraiment de très très nombreux, mais comme on l'entend dans le reportage, le premier problème qui se pose selon moi, c'est la question de la vie et de la mort. Alors, un des éléments fondamentaux en matière de greffe, c'est savoir quand on est mort. Quand le donneur est un donneur décédé, il s'agit de savoir à quel moment la mort intervient. Premier élément. Deuxième élément, quand c'est un donneur vivant, il y a un problème auquel on ne pense pas généralement, c'est la question de la dette. Puisque quelqu'un de vivant nous donne son organe, quelle est la relation que nous allons entretenir avec lui par rapport à ce don qui est irremboursable? Comment rembourser ce don et comment arriver à accepter ce don-là
de cette personne. Et puis il y a un dernier élément auquel on ne pense pas souvent, c'est la question de l'éthique ou de la justice distributive, puisque le don d'organes coûte cher, très cher. À qui va-t-on allouer ces organes-là? Sur quels critères? Comment choisir telle personne? Par exemple, en cas de problème de greffe de foie, par exemple, qui choisir? Est-ce qu'on va choisir quelqu'un qui vient de subir une hépatite ou quelqu'un qui a un problème de foie dû à un alcoolisme aigu? Comment choisir? Et puis, il y a un dernier problème que je souhaite évoquer, c'est la question des pays en développement. Il faut se la poser puisque nous avons la chance de pouvoir nous payer cette technique. Est-ce qu'on ne doit pas pouvoir développer cette technique aussi dans les pays en développement, puisque vous savez peut-être, le problème de la défaillance rénale est un problème très très répandu dans les pays en développement. Alors voilà, pour commencer, quelques-unes des questions qui se posent aujourd'hui en matière d'éthique. Alors la position de l'Église, Jean-Baptiste Dianda, la position de l'Église ou même des autres religions, quelle est-elle par rapport à la transplantation d'organes? Toutes les églises sont généralement favorables à cette question. Et comme vient de le dire le professeur, la question principale reste la question de la mort. Il y a là une divergence. Mais on peut dire en gros que toutes les religions acceptent sous certaines conditions même la mort encéphalique. Donc à ce moment-là, on peut donner les organes. Alors, sur le terrain, Dominique, vous qui êtes coordinateur à l'UCL, sur le terrain, est-ce que ce n'est pas difficile de demander aux familles qui vivent déjà le drame d'une mort cérébrale de leurs proches, de demander, êtes-vous prêt à donner aujourd'hui les organes de votre proche? Alors c'est vrai que ce n'est pas une situation simple. On rencontre les proches à un moment de fragilité extraordinaire. Et il se fait que la loi permet d'aborder la famille non pas pour demander une autorisation, mais pour tenter de connaître la volonté première de l'intéressé. Et éventuellement, si un refus a été émis par la personne qui est avec un diagnostic de mort cérébrale évident. Mais je pense qu'avant tout, même si nous faisons un métier passionnant, nous sommes des professionnels, mais avant tout, nous restons des hommes, des femmes, des maris, des conjoints. Et c'est ce côté humain qui, à mon avis, passe avant tout, je le vois bien avec mes collègues en Belgique. Et comment les familles réagissent-elles justement quand on leur demande en général? Mais actuellement, on se rend compte que les familles sont de plus en plus en accord avec ce type de procédure, puisqu'il y a de plus en plus de médiatisation qui se fait. Et nous sommes régulièrement confrontés, avant d'être mis face à un diagnostic de mort cérébrale, à une famille qui abordera elle-même la perspective du prélèvement d'organes. Alors, est-ce que les familles sont accompagnées dans tout ce processus? Alors, nous allons rencontrer les donneurs potentiels dans des services de soins intensifs. Donc, il y a déjà un cheminement qui se fait avec une équipe de soins dans un contexte de confiance, avec un réanimateur. Et effectivement, il y a ce suivi qui peut se faire par les équipes dans le cadre d'une proximité, dans le cadre des visites. Et oui, je pense qu'on peut proposer aux familles un accompagnement dans ces moments particulièrement difficiles et fragiles. Alors, Jean-Baptiste Dianda, vous avez été greffé. Est-ce que vous avez été accompagné dans le fait de se dire, voilà, je vais vivre maintenant avec un organe qui ne vient pas de moi? Est-ce que vous avez été accompagné dans ce cheminement? Non, mais dès le début de mon traitement en dialyse, c'est par là que ça commence. On m'avait proposé un accompagnement par le psychologue de l'hôpital. Je refusais cette proposition parce que je suis encadré, je vis en communauté, j'ai bénéficié des soutiens de mes propres frères et moi-même je suis prêtre. Ma foi peut-être a quelque chose qui n'est pas toujours très conscient, mais qui m'aide à porter et à vivre sereinement la maladie, mais aussi les conséquences de cette maladie et même les soins proposés. J'ai eu des amis qui m'ont proposé d'échanger des cliniques, aller à la recherche de solutions rapides, mais je suis resté serein, calme, en attendant mon heure. Et quand c'est arrivé, il y avait à la fois toute la joie de ma communauté, mais moi-même aussi. Je crois que tout cela, ça a contribué à mon soutien. Alors, le don d'organes est gratuit. Pensez-vous que cette gratuité, Laurent Ravez, est judicieuse?
Certainement, certainement, mais elle pose des problèmes. Et le problème que ça pose, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la question de la dette. Comment rembourser une telle chose à la personne qui nous a donné le rein? Comment peut-on imaginer cela? Alors, généralement, quand on va acheter un pain, par exemple, à la boulangerie, on paye le pain et on est quitte une bonne fois pour toutes. Par contre, quand on reçoit un rein, par exemple, d'une personne qui est vivante ou d'une personne qui est décédée, comment peut se mettre en place cet échange, ce remboursement? Alors, il y a une créativité qui est à l'œuvre. Je pense que c'est le mot qui convient ici, créativité. Quand le donneur est vivant, je pense qu'il y a moyen de créer une relation qui fasse en sorte que ce qu'on a donné puisse d'une certaine façon être rendu. Alors, pas nécessairement à la personne qui a donné, mais peut-être à la société. Peut-être que ce retour peut se faire à la société et pas à la personne qui a donné. Et c'est d'autant plus important quand le donneur est décédé. Comment rendre ce cadeau-là, ce don à quelqu'un qui est mort? Eh bien, je pense qu'une des façons de rendre, c'est de s'engager socialement. Et d'ailleurs, beaucoup de greffés s'engagent socialement. Et on peut faire l'hypothèse que c'est une façon de rendre ce don reçu, ce cadeau qu'on a reçu, ce cadeau de vie qu'on a reçu. Il y a quand même une différence, effectivement, quand le donneur est vivant et qu'on le connaît, si c'est un membre de la famille, etc. Donc là, on est effectivement dans un rapport de dette. Je suppose quand même que la thématique, elle est légèrement différente lorsqu'on est face à un donneur qui est décédé. Oui. Tout à fait. Dominique Van Deens pourra en parler, mais les centres de transplantation sont aujourd'hui très très informés de ce genre de problématique qui peut se poser lorsque le donneur est vivant. Et je pense que les receveurs sont informés de cette difficulté d'une relation qui va s'instaurer un peu particulière entre le donneur et le receveur. Vous avez rencontré ce genre de situation, vous, Dominique Van Deens? Mais dans le cadre de la spécificité de l'anonymat qui est imposé par la loi, il y a pourtant des receveurs qui ont envie de témoigner vis-à-vis des proches d'un donneur décédé qui a pu offrir des organes. Alors bien entendu, l'anonymat est tel qu'il ne permet pas d'entrer en contact ou de laisser un contact entre l'un et l'autre. Et pourtant, il y a des échanges de courrier qui peuvent se faire puisque des receveurs ont l'intention d'envoyer un remerciement sous forme d'une petite carte aux proches de donneurs, et ça peut bien entendu se faire dans la mesure où le coordinateur de transplantation reste l'interface, reste vraiment la clé, le professionnel qui permettra le transfert de l'information vers un proche de donneur, sans bien entendu qu'on aille à l'encontre du principe de l'anonymat. Alors, il y a quand même toute la question du trafic d'organes. On ne peut pas la sous-estimer. Est-ce que c'est quelque chose... En Europe, vous avez l'impression que ça, c'est quelque chose qui est bien géré aujourd'hui? Alors, le Conseil de l'Europe est vraiment partie prenante par rapport à cette dynamique qui est particulièrement gênante. Dire qu'elle n'existe pas serait une grande erreur. Elle existe. Elle est très difficile à mettre en évidence, à mettre au jour. Mais il faut aussi savoir que, en plus d'une régularisation, ou en tout cas d'une vision de ce trafic par l'Europe, il y a en Belgique une cellule spécifique qui s'occupe, dans le cadre de la traite des êtres humains, de tout ce suivi particulier qui pourrait être en fait une grosse dérive sociale et civile. Alors, d'un point de vue éthique, quand on voit que dans certains pays, on va prélever des organes sur des condamnés à mort, comment est-ce que vous vous situez, vous, comme bioéthicien? Oui, c'est complètement en contravention avec toutes les règles éthiques, puisque ça contrevient au principe du consentement libre et éclairé du patient. Évidemment, si on prélève l'organe sans demander son autorisation au patient, un rein par exemple, parce que sa vie n'est pas en danger si on lui prélève un rein, on contrevient à ce principe d'autonomie du patient qui passe par son consentement libre et éclairé. Donc c'est tout à fait inacceptable. Alors par ailleurs, passer par des prisonniers, même si on leur demande leur consentement, serait déjà une contravention parce qu'ils n'ont pas tout à fait l'autonomie, puisqu'on pourrait par exemple leur promettre une libération plus rapide, et c'est probablement le cas dans certains pays. Donc demander à un prisonnier de donner ses organes est quelque chose qui est difficile à défendre sur un plan éthique. Alors je propose peut-être de voir maintenant un petit peu comment ça se passe dans le réel. Eh bien, tout à fait. Donc grâce à vous, Dominique, et à votre équipe, nous avons eu la chance d'assister à une transplantation de rein. Depuis 2 ans et demi, d'ailleurs, ce patient attendait l'appel qui allait tout changer et lui permettre de revivre, comme avant la maladie, presque une renaissance. Mais voyons cela en images. Ce dimanche matin, aux cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe, un colis vient d'arriver. Un rein, prêt pour une transplantation.
Valérie Dumont, la coordinatrice des transplantations rénales, peut enfin prévenir le futur receveur. Je vous téléphone parce que j'ai peut-être une très bonne nouvelle pour vous. Nous avons un rein bien compatible et on a fait déjà les derniers tests et tout est bien négatif, donc j'ai la chance de pouvoir vous appeler. Pour M. Luango et sa famille, l'attente a pris fin aujourd'hui. En Belgique, ils sont encore plus de 750 à attendre une greffe rénale. En 2012, 450 personnes étaient opérées, dont 98 rien qu'ici. J'ai été appelé pour être greffé aujourd'hui vers 11 h, un peu ému et content, très content en tout cas. Quelques heures seulement se sont écoulées entre le moment du prélèvement et celui de la transplantation. Il a donc fallu une organisation sans faille. Et c'est pour aider ces équipes que le réseau Eurotransplant s'est créé à Leiden, aux Pays-Bas. Une fondation qui regroupe 7 pays, dont le nôtre. Dans son fichier, la liste des personnes en attente. Dès qu'un donneur est proposé, ces paramètres sont analysés afin de trouver au plus vite un receveur compatible. Pourtant, même lorsque l'opération se déroule bien, le rejet demeure la bête noire des chirurgiens. Pour empêcher le corps de reconnaître ce rein comme étranger et de le rejeter, un traitement immunosuppresseur sera indispensable, et cela pendant toute une vie. Comment ça va, monsieur Luango? Ça va très bien. Bien? Oui, oui, bien. Allez, super. Oui, je suis content. Oui? Oui, oui. Alors, bonne nouvelle, vous pouvez partir demain. Ah, ben ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Chouette, Ah oui, ça, c'est chouette. Mais pour M. Luango, 10 jours après l'opération, tout semble bien se passer. Alors, quels vont être ses projets? Si tout va bien, si ça continue comme ça, de refaire comme j'étais auparavant, faire du sport, parce que je ne savais pratiquement plus en faire, j'étais très fatigué, et reprendre le travail, quoi. Parce que c'est un bonheur hein, de recevoir un rein, et c'est une autre vie pour moi qui commence. Hein. Dominique Van Den, comment ça se passe en fait pour obtenir un rein, je veux dire, ou un autre organe? Je suppose qu'un médecin vous contacte pour dire voilà, j'ai un patient qui est en attente de quelque chose. Comment ça se passe dans le concret? Alors comme ça a été très bien expliqué dans le petit reportage, la Belgique fonctionne avec Eurotransplant. Mais je reviendrai d'abord sur le principe national. Nous avons en Belgique 7 centres de transplantation et dans ces centres de transplantation sont inscrits en liste d'attente les patients qui sont en demande spécifique, qui d'un rein, qui d'un foie, qui d'un cœur, etc. Ces patients sont inscrits dans les ordinateurs de l'Eurotransplant et bien entendu, à un moment donné, lorsqu'un donneur sera référé, ce donneur sera référé dans un centre de transplantation. Alors avec nos 7 centres de transplantation en Belgique, il est bien inimaginable d'envisager le prélèvement de donneurs exclusivement dans ces centres. Donc il a fallu trouver des accords de collaboration avec une multitude d'hôpitaux en Belgique. Il y a actuellement une bonne centaine d'hôpitaux qui ont des services de soins intensifs qui collaborent avec les centres de transplantation d'organes. Et lorsqu'un donneur potentiel est référé par un des centres collaborateurs à un centre de transplantation, il y a toute une procédure qui se met en route avec une collecte d'informations, un transfert des informations spécifiques de ce donneur à Eurotransplant. Eurotransplant fera alors son rôle d'allocataire. Il va mettre en évidence d'une part les receveurs inscrits en liste d'attente et d'autre part les informations du donneur. Il va proposer alors une allocation bien ciblée vers des patients qui auront alors la possibilité d'être transplantés de nouveau, qui d'un rein, qui d'un foie. Alors, dans le reportage, on voit tout le monde a l'air très calme, très détendu, etc. Mais est-ce que vous ne travaillez quand même pas un peu dans le stress, dans l'urgence? Je suppose que l'organe n'a pas une durée de vie éternelle comme ça en dehors du corps. Alors d'abord, les organes les plus fragiles restent les organes thoraciques, puisqu'un cœur et un poumon sont d'une fragilité particulière. Le cœur devrait être transplanté dans les 4 heures qui suivent l'arrêt du cœur chez le donneur. Donc ce qui laisse effectivement peu de temps, alors que les organes abdominaux étant beaucoup moins fragiles peuvent être transplantés dans les heures qui suivent. Il est bien évident qu'on ne peut pas se permettre d'attendre plusieurs jours. Alors un certain stress, certes, une certaine flexibilité nécessaire aussi, et c'est vrai que dans notre quotidien, nous pouvons être confrontés à devoir réagir de manière urgente pour le bien des différents receveurs et également
pour le soutien des familles des donneurs. Alors, Jean-Baptiste, vous avez été transplanté, vous avez vécu tout ce temps de l'attente et vous êtes à nouveau maintenant en attente d'un rein. Comment est-ce que vous vivez ce temps de l'attente? Je me sers de ma première expérience et je reste calme, je vais en dialyse, évidemment c'est pénible, ça reste fatigant, éprouvant même par moments. Et j'ai quand même toujours mon téléphone portable à mon chevet en attendant que ça sonne un jour pour m'annoncer la bonne nouvelle. Parce que on est là, on attend, ça pourrait changer aussi la qualité de la vie et le travail futur et d'autres projets de ma vie d'ailleurs. Donc je suis en attente permanente. Alors, dans cette attente permanente, si vous avez la chance de recevoir de nouveau un rein, quel est votre sentiment par rapport justement au donneur? Est-ce que vous y pensez parfois? Est-ce que vous priez pour votre donneur? Est-ce que il vit avec vous? C'est une grande gratitude, une grande reconnaissance de ces dons de vie et il m'arrive régulièrement de pouvoir prier pour ceux qui font ces dons de vie et leurs familles qui ont accepté ces dons. C'est une très grande reconnaissance. Non seulement reconnaissance, mais un grand cadeau de vie qu'ils donnent. C'est un grand sacrifice qu'ils offrent et un acte de solidarité extraordinaire et qui change la vie des autres. Et nous sommes, on est très reconnaissants. On prie, on pense à eux, on se demande même très bien qu'est-ce qu'on peut bien faire pour qu'il y ait toujours plus de gens qui acceptent de faire ces dons de vie. Alors, Laurent Ravez, est-ce qu'il y a des organes qui sont éthiquement inacceptables de donner? Il me semble que ce qui vient à l'esprit très vite, c'est le cerveau, par exemple. Jusqu'à présent, même si dans la littérature c'est envisagé, des greffes de cerveau, on a l'impression, en tout cas dans une culture occidentale, que c'est quelque chose qui est impossible. Pas seulement sur un plan technique, hein, je pense que techniquement c'est inenvisageable, mais aussi sur un plan, disons, philosophique. On ne peut pas envisager de greffer un cerveau, puisqu'on a tous l'impression que le siège de la personnalité que nous sommes va se loger dans le cerveau. Et donc, greffer un cerveau, ça voudrait dire, en fait, greffer une personne sur un corps. Hein. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Quelles seraient les conséquences? Et donc, ça, c'est envisagé dans une sorte d'éthique fiction. Oui, on envisage. Il y a vraiment des milliers de pages qui ont été écrites là-dessus, mais c'est de l'éthique fiction. À part le cerveau, je ne vois pas d'autres organes ou tissus même qui seraient sur lesquels il faudrait poser un interdit. Peut-être que Dominique Van Den a une idée, mais moi je pense que... Dominique, je ne pense pas. Je ne pense pas. Comme le dit très bien Laurent, le cerveau reste ce grand point d'interrogation futur. Actuellement, les organes sont greffés. Tous les organes quasiment peuvent être greffés, et c'est notre quotidien. Alors, nous sommes un peu dans le temps de Pâques aussi. Dans le film Jésus de Montréal, il y a une vingtaine d'années, on voit effectivement à la fin l'acteur qui décède et puis plusieurs organes vont être transplantés. On assiste à des petites résurrections. Est-ce qu'on pourra aller jusque-là dans l'idée de ce don d'organes, à quelque part, va permettre à quelqu'un de ressusciter à sa propre vie? Laurent? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une vie qui se continue dans un autre corps. Et je pense que c'est dans ce fantasme-là, fantasme au sens positif du terme, que vivent beaucoup de parents de donneurs en se disant la vie va continuer ailleurs. Et donc c'est une réflexion à avoir sur c'est quoi la vie? Je pense qu'on peut-être a-t-on une idée de la vie qui est beaucoup trop intégrée et peut-être que la vie va se loger pas seulement dans notre cerveau, mais que la vie va se loger également dans notre cœur, dans nos poumons, dans nos reins et que la vie c'est tout cela. Hein. Peut-être que la culture occidentale a trop insisté sur l'idée de cerveau. Hein, le cerveau qui serait le système intégrateur. Bon, peut-être qu'on est invité à travers la question des greffes à reformuler notre conception de ce qu'est une personne humaine aujourd'hui. Jean-Baptiste. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette résurrection. Parce que même physiquement, tout simplement, la vie change. On gagne un peu quelques kilos,
sans se poser trop de questions. On mange convenablement. On retrouve. Maintenant, j'ai une longue liste de restrictions alimentaires. Et je dois faire extrêmement attention, y compris de l'eau. Donc, déjà physiquement, sur le plan physique, donc il y a un très grand changement. Évidemment, il y a aussi des soucis. Parce que c'est lui qui est greffé. Il ne fait plus de dialyse, mais il y a toujours une quantité énorme de médicaments qu'on prend jusqu'à la fin de la vie. Ça, il faut le savoir aussi. Et ce sont des soucis aussi. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir fait entrer dans le monde des transplantations d'organes. Alors Corinne, pour poursuivre notre magazine. Bien Philippe, maintenant je vous propose un petit peu de lecture. Nous avons rencontré Armel Job à la Foire du Livre. C'est un auteur qui soulève toujours la question du bien, du mal, de la responsabilité, de la culpabilité, mais sans jamais nous faire la morale. Voici la séquence de page en page. C'est à la Foire du Livre que nous rencontrons Armel Job. Avec son dernier roman, Le Bon Coupable, il nous plonge dans un fait divers tragique. Une fillette est renversée par un chauffard qui prend la fuite. Deux coupables se profilent. L'un est tout désigné, l'autre au-dessus de tout soupçon. Mais ce serait trop simple. En abordant le problème de la culpabilité, Armel Job dresse un portrait impitoyable de notre société. Moi, j'aime que les gens se sentent coupables parce que je l'ai indiqué en exergue de mon roman. Il me semble que c'est à partir de la culpabilité, non pas en s'enfermant dans la culpabilité, mais à partir de la culpabilité que nous pouvons retourner sur nous-mêmes et prendre nos responsabilités dans la vie. Est-ce que ça veut dire qu'un jour on paye toutes les fautes qu'on a accumulées tout au long de sa vie ? Je ne pense pas qu'il s'agisse de payer, il ne s'agit pas de châtiment. Il s'agit d'assumer et de vivre avec ce que nous sommes. Je pense que quelqu'un qui prétend être sans faute, quelqu'un qui se prend pour le chevalier blanc, qui traverse l'existence sans mettre les mains dans le cambouis, je pense que cette personne passe à côté de sa vie. La première chose que nous devons faire dans l'existence, me semble-t-il, c'est d'admettre que nous participerons au mal. Et combattre le mal, pour moi, ce n'est pas combattre le mal qui est loin de nous. Nous ne pouvons rien contre les massacres qui se passent en Syrie, par exemple. Mais combattre le mal qui est en nous, il faut d'abord que nous en prenions conscience. Et ce mal-là, il est à notre portée. Et c'est face à ce mal que nous devons prendre nos responsabilités, me semble-t-il. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il vous est possible de le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.